le 10 janvier, je suis allée faire une mammographie de contrôle, comme je l'ai fait très régulièrement. Et au cours de cette mammographie, l'examen ne s'est pas exactement passé comme d'habitude. Le 9 janvier, alors que j'allais fêter ma rémission, je fais mon contrôle chez mon radiologue et il me découvre de nouvelles tumeurs. Il s'est passé à peu près 15 jours avant qu'on ne m'annonce réellement que j'avais un cancer, que donc la biopsie était maligne. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Eric avec un grand sourire parce que je lui avais dit que ça y est, c'était mon dernier contrôle et que j'allais être en rémission et malheureusement j'ai dû annoncer que c'était reparti. Et puis on se dit mais comment je vais faire pour dire ça à ces gens qui m'aiment et que j'aime par-dessus tout. Bon, il y a combien de temps que tu étais venu la dernière fois? Il y a un an, deux? Oui, oui. Parce que du côté droit, il y a quand même un petit problème. À gauche, tout va bien, mais à droite, il y a des petits foyers de calcification. Regarde-toi ici, quand j'agrandis. Tu cherches désespérément quelqu'un d'autre dans la pièce. Quelqu'un d'autre que toi, à qui le radiologue pourrait bien vouloir s'adresser. Tu te demandes ce qu'il t'arrive. Qu'as-tu fait? Aurait-il fallu un dépistage plus régulier? Tu sors de la consultation anéantie et tu rentres chez toi avec ces mots qui résonnent. Tumeur, microcalcification, carcinome, cancer. Tu ne peux éviter de te précipiter sur ton ordinateur et de te plonger dans les méandres d'Internet. Les mots font peur, la terre se dérobe sous tes pieds. Comme il n'y avait pas ça la fois passée, je suis quand même un petit peu soucieux. Là. Je vous présente Sophie. Elle a 47 ans, elle vit en couple avec Eric et ensemble ils ont un petit garçon de 10 ans, Sam. Je vous présente Cécile. Elle a 51 ans, elle a 4 enfants, 2 filles et 2 garçons âgés de 14 à 29 ans et une petite fille de 2 ans, Lila. On vit à 3 km l'une de l'autre. On adore la vie, rire de tout, faire du sport, mais aussi l'aventure, les grands espaces, la photo, sans oublier les framboises. En septembre 2003, Sophie, on te découvre une tumeur au sein gauche dont on te perd 3 semaines plus tard. À l'aube de la rémission, soit 4 ans et demi après, en janvier 2008, tu effectues une mammographie de contrôle et on te détecte une nouvelle tumeur au même sein. Récidive ou nouveau cancer? En janvier 2008, Cécile, on te découvre des microcalcifications suspectes. Une biopsie confirmera le diagnostic. Tu es atteinte d'un cancer du sein. Tu redoutes de devoir annoncer cela à ta famille, à tes enfants, à ceux que tu aimes. Tu ne peux concevoir leur évolution sans toi et tu t'en veux de leur imposer cette épreuve. D'abord, ça a été un choc énorme parce que Sophie, c'est ma petite sœur et on est très fusionnels. Donc c'était un peu dans ma chair aussi que je le vivais et j'étais très abattue. Mais très vite, je me suis ressaisie parce que je me suis rendu compte que ce dont elle avait besoin, c'était d'avoir quelqu'un qui la soutienne, qui lui insuffle de la force. Mais en fait, moi, après le choc de la première, de l'annonce de la récidive, d'abord il y a le choc, évidemment, il y a tout de suite la peur. Et moi, j'ai terriblement ressenti l'angoisse des autres qui me téléphonaient pour avoir des nouvelles et qui me donnaient de l'angoisse. C'est ça qui a été le plus dur pour moi. Et tout de suite, tout le passé remonte à la surface. J'ai déjà perdu mes 2 sœurs, ma mère et puis mon père, ma cousine, toute ma famille. Et puis maintenant Cécile. Mais quelque part, j'ai pas eu tellement peur. J'ai pas l'impression que ça a été si difficile dans le sens où maman le rendait pas du tout difficile. Et c'est juste quand ça s'est terminé que je me suis dit, bah, c'était finalement, c'était dur, quoi. J'étais à l'autre bout du monde.
Donc j'ai appris ça via Skype finalement, donc c'était assez spécial comme moment. Donc justement c'était plus un sentiment un peu de culpabilité, d'être loin et de pas pouvoir non plus, voilà, pas pouvoir en parler, pas pouvoir le partager. Moi j'ai pas voulu vraiment lui montrer parce que c'est, à mon avis, elle devait être déjà assez triste comme ça pour avoir ce cancer. Et donc moi j'essayais de le garder pour moi. Parce qu'évidemment, si on se met tous à pleurer dans ce moment-là, au moment où elle l'annonce, c'est horrible pour elle et elle va avoir beaucoup plus difficile à le vivre. Et donc voilà, je me suis juste effondrée. Te voilà repartie dans une nouvelle bataille, Sophie. Et le 11 février, tout comme 4 ans plus tôt, on te fait une tumorectomie, c'est-à-dire que l'on t'extrait la tumeur. 3 semaines plus tard, Cécile, tu rencontres ton médecin. L'opération est prévue pour le 18 février. L'ablation du sein ou encore mastectomie est malheureusement inévitable. L'analyse du prélèvement de la tumeur n'est pas concluante, Sophie. Le chirurgien décide de te réopérer 3 jours plus tard et de procéder à la mastectomie. Nouveau choc. Cependant, tu es soulagée qu'on t'enlève ce sein malade. Le 14 février, tu attends confiante dans ta chambre que l'on vienne te chercher pour l'opération. Ce 14 février, Cécile, pendant ce temps-là, tu subis une série de tests préopératoires dans le même hôpital. Entre 2 examens, notre amie commune, Françoise, t'appelle et te suggère de passer me voir. Et c'est le début de notre grande histoire. 3 jours plus tard, tu es hospitalisée au même étage que moi pour être opérée à ton tour. Très vite, une énorme complicité naît entre nous. Car on vient de vivre la même chose à quelques heures d'intervalle. C'est complètement surréaliste. On vient de nous enlever une partie de nous-mêmes et on se surprend de le vivre avec un tel optimisme. Jusqu'à s'offrir de terribles fous rires qui résonnent encore dans les couloirs. Est-ce qu'on peut se revoir l'année prochaine? Parce que là, ça va pas le faire. Ce n'est pas tous les jours facile, mais on le vit du mieux qu'on peut. Toi, Sophie, puisque tu as eu une reconstruction immédiate, bien qu'elle soit provisoire, tu n'es pas gênée d'être sans forme. Tu es surtout soulagée d'être enfin délivrée de cette tumeur. Au lendemain de l'ablation, Cécile, tu découvres cette impressionnante cicatrice. Encore un choc. Heureusement, grâce à la prothèse mammaire, tu retrouves une silhouette harmonieuse. Après ce séjour passé ensemble, poursuivre nos visites à 2 à l'hôpital, soit pour toi, soit pour moi, c'est une évidence. On a besoin l'une de l'autre. On se remonte le moral et c'est d'un grand secours. On est face aux mêmes interrogations, inquiétudes et aux mêmes envies d'être rassurés. On aime s'entendre dire qu'on va aller bien et qu'on va s'en sortir. Au retour de nos rendez-vous médicaux, on apprécie les choses simples, telles que les oiseaux qui chantent et le soleil qui brille. On se dit que le soleil continuera de briller, parce qu'on le veut. Et que l'on fera tout pour que ce crabe s'éloigne à jamais de nous. Mais au fond, ce cancer qui nous a réunis, c'est quoi exactement ? Mais un cancer, c'est en fait une prolifération anarchique de vos propres cellules. Donc ça part de plusieurs organes, ça peut partir de quasi tous les organes du corps, notamment au niveau du sein. Et normalement, vos cellules se multiplient, mais une partie qui est détruite, une partie qui se multiplie. Donc il y a un équilibre entre la prolifération et la destruction. Et le cancer, c'est en fait une prolifération anarchique, où il y a plus de cellules qui se multiplient que de cellules qui meurent. On fait tous probablement des centaines de cancers dans une vie que l'on autodétruit par l'immunité. Et puis évidemment, il y a peut-être une période dans la vie où l'immunité est un petit peu fragilisée et qui permet, probablement pas la cause des cancers, mais qui permet aux cancers de se développer. Et donc ça veut dire que quand on est stressé chroniquement, on perd cette capacité de réparer nos chromosomes. Et donc il ne faut peut-être pas s'étonner que dans les stress où nous vivons, dans une société qui en veut toujours plus, avec une tension permanente, avec une insatisfaction permanente, eh bien il ne faut peut-être pas s'étonner qu'il y a des gens de plus en plus jeunes qui sont sujets à des cancers, parce que bien sûr les pollutions sont en cause, bien sûr, les facteurs alimentaires interviennent, bien sûr, il y a des causes virales, bien sûr, il y a des causes toxiques, mais tout ça sur un terrain peut-être plus fragilisé. Très vite,
Tu cherches un sens à ce qui t'arrive. Tu étais stressée par ton travail, Sophie. Finalement, tu n'étais plus jamais bien nulle part. Tu culpabilisais sans cesse et tu souhaitais tellement que ça change. À la même époque, tu as aussi été très affectée par le décès de ton grand-père, que tu adorais. Tu ne l'as pas senti venir, Cécile. Pourtant, au niveau professionnel, tu n'avais plus la même énergie, alors qu'avant, tu t'y épanouissais pleinement. À cette même période, tu vivais de gros bouleversements dans ta vie privée. Tout est devenu trop lourd et ton corps a dit « stop ». Laissant peut-être la porte ouverte au cancer de se développer dans nos corps. Des cancers de type très différents. Il n'y a pas deux patientes qui ont la même tumeur, qui réagissent de la même façon, qui sont au même stade, qui auront besoin des mêmes traitements que l'autre. Donc il est extrêmement difficile de comparer un cas à l'autre. On pense toujours que cancer du sein, c'est mastectomie, mutilation. Je crois que c'est une idée qui est maintenant tout à fait dépassée et que la grande majorité de nos patientes peuvent conserver leur sein quand même. On est à plus de 80% de traitement conservateur. Donc le traitement de base reste la tumorectomie et le prélèvement du ganglion ou le curage. Les mastectomies sont réservées pour les lésions qui sont multifocales ou étendues, qui peuvent être in situ ou invasives d'ailleurs. Pour tous les cancers, il y a deux grandes catégories. Donc in situ, ça veut dire que ça reste dans l'organe. Ça ne va pas plus loin. Donc une fois qu'il est enlevé, c'est 100% de guérison, ça ne fait pas de faire des métastases. Invasif, ça veut dire que ça va déjà un peu plus loin que l'organe où il s'est développé, et donc ça peut aller vers les ganglions ou dans la circulation vers d'autres organes. Ça, c'est les deux grandes catégories. Ton cancer est in situ, Sophie, et tu échapperas au traitement post-opératoire. Par contre, Cécile, le tien est invasif, et tu devras passer par les chimios, radiothérapie et hormonothérapie. Donc, c'est votre première chimio. Donc, en fait, il y a 3 produits. Le premier, c'est le 5-FU. Le deuxième, l'épirudicine. Et le troisième, l'endoxan. Donc, les effets secondaires, on vous les avait expliqués. Bon, je vous les reprends un peu, ça va. La perte des cheveux, ça, c'est inévitable. D'ici 14 jours, ça peut arriver. Enfin, ça va commencer à tomber. Alors, soit ça tombe de manière homogène, un peu partout. Donc, il y a plus de cheveux sur l'oreiller, sur la brosse à cheveux. Parfois ça peut tomber, je dirais, par plaque, enfin, mais ça c'est plus rare. Alors ensuite, les nausées et les vomissements. Alors, on essaie de les éviter. Je suis terriblement déstabilisée, mais je ne veux pas te le montrer, Cécile. Toi non plus. Mais je lis dans tes yeux ce qui se passe en toi, et là, c'est vraiment très dur. Voilà, c'est parti. C'est le début du tunnel, quoi. Mais bon, c'est pour le tuer. La plus dure, moi je trouve, c'est la première chimio parce que c'est vraiment inconnu, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui on va avoir à faire, comment ça se présente, combien de temps ça coule, enfin je veux dire, c'est pas évident. Mais je dirais un conseil, je sais que c'est pas évident à faire, c'est sortir d'ici et vivre le plus normalement possible. Ne pas rentrer chez vous et dire non, vous savez pas quoi faire. Il y a des gens qui arrivent chez eux et disent mais non, j'attends que je sois malade. Sophie est là. Sa présence me rassure et m'aide à accepter la nouvelle tempête qui s'annonce. On doit vivre ensemble ce truc. Allô, Cricri? Ouais, coucou. Ben ça va bien. Enfin, ça va bien si ce n'est que les petits cheveux s'en vont. Ouais. Pas par plaque, mais j'en retrouve partout, quoi. Et quand je passe les doigts dans mes cheveux, je me retrouve avec des paquets dans les mains. Et puis ma douche ce matin aussi. Enfin bon. Pas très gai, quoi. Tu sais que la perte de tes cheveux est inévitable, difficile à accepter. Encore pire sans doute que l'annonce de la mastectomie. Tu décides donc de prendre les devants pour rester maître du jeu. C'est toi, et pas le crabe, qui choisit le moment de te séparer de tes petits cheveux. C'est surprenant, mais c'est pas mal, hein? Et alors, ouais. Honnêtement, dis. Oui, c'est surprenant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça se voit bien, ça, hein? Oui, je trouve aussi. Tu ne sais pas, tu te balades dans la rue, il n'y a personne qui voit qui c'est le perruque. Là, pour l'instant, vous voyez vos cheveux. Sinon, quand vous avez perdu vos cheveux, vous ne les voyez plus.
Oui. Bon, mais ça c'est nickel quand tu la mets comme ça. Ici c'est plus effilé, C'est un peu plus madame, ça va être un peu plus. mais ça tient très bien, il ne faut pas avoir peur. Plus court encore. Ça va plus. Ah oui, oui. De toute façon, Ben il m'a dit un truc super chouette tout à l'heure dans la voiture. Il a dit de toute façon, c'est pas le physique qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Ce que je dis, si on voit le côté positif des choses. Alors, nous avons alloué à sèche-cheveux pendant quelques mois ici. Et un stock de shampoing également. Arrête de me faire rire. Les coiffeurs sont au chômage. Ouais. Madame Weiss, vous avez un traitement de chimio hein, aujourd'hui? Oui. Ok, très bien. 1, 2, 3. Je pique, respirez normalement. Voilà, très bien. Et vous avez un bon reflux. Et puis je prends le sang pour les analyses de sang. Ça va? Oui. Je vous mets le petit robinet, le petit tuyau bien au chaud, coincé. Et voilà. Et voilà, vous travaille bien. enlevez votre masque puisque l'aiguille est ouverte et c'est terminé. Vous êtes prête pour marcher. Vous avez déjà fait leur test de sang? Oui, oui, mais c'est moi, il y avait beaucoup de retard et C'est ceci, si vous en avez moins que 1500, normalement on ne fait pas la cure. Ces chimios destinés à tuer les cellules cancéreuses affectent également les bonnes cellules, et notamment les globules blancs qui protègent l'organisme contre les infections. Dans ces chimiothérapies qui sont quand même des bombes, moi j'appelle ça des bazookas pour tuer des mouches, même si les chimiothérapies sont de plus en plus ciblées, etc., ça reste quand même quelque chose de relativement grossier et qui met tout le corps quand même, je ne vais pas dire en danger, mais en chaos. Le corps est ébranlé. Les chimiothérapies, entre autres, ça nous fait mourir. Et puis tout d'un coup, quand leurs effets s'estompent, on ressent la vie qui se réinstalle en nous. Et d'une cure à l'autre, c'est une petite mort et une renaissance, et une petite mort et une renaissance. On commence à ressentir ce que c'est vraiment la vie, cette succession de cycles de mort et de vie, ou de renaissance. Cette fois, ton corps ne parvient pas à récupérer pour recevoir la 3e chimio. Ben, on attend, mais apparemment le taux de globules blancs est trop bas. Donc je ne vais pas pouvoir faire ma chimio aujourd'hui. Pourtant je suis en pleine forme, quoi. Je pensais vraiment que ça allait être bon. Mais on attend, on est parti téléphoner au médecin, mais je crois que ça va pas aller. J'avais déjà fait mon petit message, quoi. J'ai mis prise de sang, très bien, yes. Mais oui. Non, mais je suis déçue, c'est clair. Et puis ça, voilà. J'espérais que tout allait aller comme sur des roulettes. Et puis, ça prouve que je suis pas une super woman. Tu veux que je te dise? On n'a aucun doute là-dessus. Hein. Mais non, mais comme quoi, malheureusement, oui. Là, ça nous rappelle la réalité. Ben que, voilà. De toute façon, la réalité, elle est là tous les jours. Je vais pas enlever ma perruque. Je vais pas vous faire ce coup-là. Non, mais montre-moi comment tu la réajustes quand même, parce que ça, c'est quand même drôle. On est venu ce matin, on m'a fait ma prise de sang. Et puis, bonne nouvelle, quoi. On est venu voir si c'était bon. Et là, j'étais à 2002. Au lieu de il y a 4 jours. 140.
vendredi, donc c'est dingue. Oui, mais il est plus comme ça. Voilà. Même pas mal. Même pas mal. T'as vu l'aiguille. On croise les doigts pour que la troisième se passe aussi bien que les deux premières. Et puis plus que 3. Et puis plus que 3. Et puis basta. On va reconstruire ensemble, hein, Sophie. Voilà, oui. Je t'attends. Bon, allez, 1, 2, 3. Dès le début, nous avons fait le choix de consulter une nutritionniste. Il s'avère, Cécile, que cela peut aussi t'aider à mieux supporter les traitements. Notre alimentation étant déficiente à plusieurs égards, l'apport de compléments alimentaires pourrait entrer dans les habitudes de chacun. Régulièrement, nous effectuons des prises de sang de contrôle dans le but de détecter d'éventuelles anomalies ou carences et de rééquilibrer notre organisme. Cet examen sanguin permet aux médecins d'optimaliser notre immunité par la prescription de divers oligo-éléments. Thyroïde T4 est parfait, transformation T4 hormone non active en hormone active est excellent. Ces carences sont la conséquence directe des changements fondamentaux de notre environnement. Donc je change. Ah, parce que vous m'aviez dit... Mais les bœufs, les veaux contenaient 30% ou 50% plus d'oméga 3 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus dedans parce qu'ils se nourrissaient autrement. Donc indirectement avec les changements alimentaires, l'aliment qu'on mange est moins riche en oméga 3, un inhibiteur de kinase, des choses comme ça. On arrivera un jour, je me dis pour les enfants, petits-enfants, où sans complément alimentaire, si on ne change pas les modes de culture de notre alimentation, on ne pourra pas s'en passer des compléments alimentaires, c'est une catastrophe. L'alimentation, une des causes de cette maladie multifactorielle, à laquelle on peut aussi rajouter les pollutions, la génétique, mais aussi d'autres origines plus en rapport avec la gestion de la vie féminine. C'est un mélange probablement, comme je vais vous l'expliquer, de facteurs hormonaux, donc d'avoir un sein stimulé par des œstrogènes, facteurs alimentaires aussi, on pense que des alimentations riches en graisse, encore que récemment, on montre ce qui est plutôt le poids plutôt que l'alimentation. Enfin, les deux liés, si vous êtes un surpoids, c'est probablement vous avez une quantité de graisse plus importante, il y a une partie des graisses qui se transforment en œstrogènes, donc ça pourrait être aussi l'explication. Après 6 traitements de chimiothérapie effectués durant 4 mois, tu commences les 25 séances de radiothérapie, Cécile. Ces traitements sont indolores, semblables à une radiographie. Ils sont cependant contraignants, car ils exigent un déplacement quotidien à l'hôpital. Je serai bien prêt parce que je vais mettre ma petite biafine, hein, la crème qui fait qu'on ne brûle pas. Voilà, c'est fini, ça va vite. Hein. Combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Allez, 10 bonnes minutes, quoi. Ils sont super gentils. Vraiment. Les traitements touchent à leur fin et c'est le retour des petits cheveux. C'est la délivrance, même si tu t'étais quelque part habitué au foulard. Voyons le bon côté des choses. Dégager tes cheveux. Ou alors, vraiment, voilà. Maintenant, mais oui, je sais. Ah, c'est plus doux chez moi. C'est vrai, moi c'est tout. Ça y est, Cécile, c'est un grand jour. Tu vas faire ta dernière radiothérapie. Le bout du tunnel depuis 9 mois. Mais aussi les adieux à cette équipe formidable qui t'a si bien entourée. Ça, c'est des petits cadeaux que j'ai fait pour eux. Et j'ai marqué que je les remerciais pour leur gentillesse. C'est mon dernier traitement et l'émotion m'envahit. Je revois défiler ces derniers mois qui me semblaient au départ si longs et qui sont finalement passés si vite. Voilà, la dernière. Allez, c'est écoulé là.
Ça fait du bien. Oui. Allez, fini. Allez. Bonne continuation. Je suis contente de toi. C'est la dernière. Génial. Ah, c'est gentil. Oui. En tout cas, merci. Ouais, pas de quoi. Allez, je compte sur vous, hein. Oui, on va passer, hein. Ok, au revoir. Qu'est-ce que c'est? À ces traitements de chimio et radiothérapie, Cécile, succédera un traitement de 7 ans d'hormonothérapie, soit la prise quotidienne d'un médicament inhibiteur d'œstrogène. Poursuivre toutes les étapes des traitements est donc indispensable, Cécile, vu le caractère agressif de ton cancer. Mission accomplie. La mise KO définitive de ce cancer que j'avais d'emblée surnommé dans mon blog Mr. Has-Been. Au départ, cela semblait pourtant difficile à surmonter, et puis finalement on en sort grandi. C'est un peu comme une nouvelle naissance. Je n'ai pas dû subir ces traitements, mais grâce à ton expérience, Cécile, si je devais un jour passer par la chimio, je l'accepterais avec beaucoup plus de sérénité. Cette renaissance qui allait pouvoir se vivre au travers de nos reconstructions. Enfin ce moment tant attendu. Nous rencontrons le chirurgien qui va nous opérer. La technique utilisée allait être adaptée à nos cas respectifs. Oui, j'ai une reconstruction immédiate. Ah, vous avez une reconstruction J'ai immédiate. une Voilà. reconstruction immédiate. C'est une des indications. Hein. C'est quand on sait qu'il n'y aura pas de radiothérapie. Voilà. Donc, je vais vous examiner, prendre 2-3 photos. On distingue 3 grandes familles de reconstruction. La prothèse mammaire, le grand dorsal et le DIEP. Il y a 3 familles, elles ont des avantages, des inconvénients et des limites. On ne peut pas proposer les 3 familles à tout le monde. Lors de l'ablation, Sophie, on a implanté une prothèse d'expansion qui devra être remplacée par un implant définitif. Il s'agit là de la première technique. Une autre technique, c'est le DIEP. La technique qui sera utilisée pour toi, Cécile, puisque tu as été irradiée, c'est le grand dorsal. Ça, c'est la peau du dos. Et vous voyez, la deuxième opération, on va faire le mamelon et on va remonter le sein. Situation tout à fait différente. Pour vous, ce que je ferai, j'essaierai de gonfler. Alors pour vous, il n'y a pas photo. C'est le grand dorsal, comme je vous ai montré. Ça y est, c'est le grand jour. Quelques mois plus tard, nous entrons euphoriques à l'hôpital pour effectuer tour à tour nos reconstructions. Oh, il y a un lit. Il y a un lit pour toi, Sophie. Trop génial. Et Belgo, tu dois avoir quel âge? Cette opération pourtant relativement lourde, mais tant attendue, nous rend profondément heureuses. Car cette dernière phase nous permet d'enfin tourner la page sur cette tranche de vie, même si bien sûr on n'oubliera jamais. Nous voici arrivés au bout de ce long parcours. On pense toujours que cela n'arrive qu'aux autres. Pourtant cette fois, cet ennemi invisible avait décidé de s'immiscer dans nos vies. Ainsi que dans celles de nombreuses femmes et à travers elles, leurs familles et leurs proches. Mais nous avions toute confiance en nos médecins. Et toi, oui, voilà, avoir un décolleté plongeant, ça, avec un petit rebondi. Et puis, fort heureusement, avec les progrès constants de la médecine, nous étions dès le départ optimistes sur nos chances de nous en sortir, car nous savions aussi que c'est le cancer qui se soigne le mieux. On me dit qu'actuellement, le cancer du sein est un cancer qui est extrêmement, vous maîtrise très bien, donc le taux de guérison. Je pense qu'on approche tout doucement de 90%. On ne peut jamais assurer 100% de guérison, mais on peut guérir même des cas fort évolués, même des cas métastatiques. Donc il faut toujours laisser l'espoir, toujours partir avec l'idée qu'on va guérir. Il est cependant des comportements à adopter qui participent à la bonne évolution de la maladie. Chaque femme atteinte d'un cancer du sein
peut agir de manière bénéfique en cultivant une psychologie positive et en évitant le stress. On ne pourra jamais le mesurer, mais je suis sûr que le taux de guérison chez les gens optimistes est meilleur que chez les gens qui se laissent aller, qui ont des idées morbides. Des personnes avec les mêmes types de maladies vont recevoir le même type de traitement et ne vont pas évoluer de la même manière. Il doit y avoir des facteurs qui nous échappent, et parmi ces facteurs, il y a peut-être des facteurs psychologiques. L'immunité doit avoir un rôle capital dans la guérison des cancers, et cette immunité est directement liée à votre bien-être physique et moral. Même si elles ne guérissent pas la maladie, certaines thérapies peuvent améliorer la qualité de vie et aider à mieux supporter les effets secondaires des traitements. Il y a des supports complémentaires, et voire alternatifs parfois parce que la médecine ne propose rien dans certains cas, et qui mériteraient d'être amenés dans ce que j'appellerais une médecine intégrative, une médecine qui intègre tout ça en complément de ces soins conventionnels de chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Et de gérer tout ça avec éventuellement la danse aussi, avec le tai chi, avec le yoga, avec des approches qui permettent de recontacter ce corps, de le réapprivoiser, de le réintégrer dans sa nouvelle représentation, de se le réapproprier. On peut vaincre ses craintes en mobilisant son attention sur autre chose, ou encore en exerçant des activités physiques lorsqu'on sait qu'elles réduisent de 30 à 40% le risque de développer la maladie. Bouger détend le corps et l'esprit. Il réduit les excès d'œstrogènes qui stimulent la croissance des cancers. Faire de l'exercice joue directement sur le système immunitaire et augmente les chances de guérison, tout comme d'autres formes d'épanouissement mental. Je crois qu'il y a tout intérêt à essayer de cheminer avec un guide intérieur bien sûr, à travers nos lectures, à travers notre sensibilité qui s'éveille. Et moi je conseille toujours à toutes les personnes que je peux accompagner de tenir un journal. Très vite, Cécile, tu as livré tes états d'âme sur un blog où l'on pouvait suivre l'évolution de tes traitements. Cette démarche t'a permis de communiquer avec ton entourage et de mieux profiter d'eux sans devoir répéter les mêmes explications puisque tout était dit dans le blog. C'était aussi l'idée de faire tomber les tabous, d'oser en parler, de ne pas hésiter à s'entourer du soutien de ses proches. Plus que jamais, en mettant de la vie dans son existence, on réduit la place laissée à cette tumeur qui poursuit, elle aussi, une logique de vie. Restez actif en rejoignant par exemple des associations qui accompagnent la femme atteinte d'un cancer du sein dans les diverses étapes de son parcours. Rejoindre une association, c'est aussi porter un message positif, un message d'espoir, un message de vécu de la maladie qui n'est pas une fatalité, qui n'est pas une finalité. C'est vraiment, il y a un après la maladie, et même pendant les traitements, on peut vivre la maladie avec une approche positive et une approche soutenue. Notre association a la particularité de proposer des ateliers et des conférences donnés par des professionnels confirmés. Ces ateliers, ces conférences ciblent les différents piliers de la prévention. Un des premiers piliers étant le lien social. Le deuxième pilier de la prévention étant l'exercice physique, les soins apportés au corps. Et le troisième pilier de la prévention est celui qui peut-être me tient le plus à cœur, est celui de la prévention par l'alimentation. Certaines d'entre elles proposent des ateliers de nutrition qui dictent les bonnes habitudes alimentaires à adopter dans le cadre de la maladie, mais surtout à titre préventif. Dans tout ce qui est prévention du cancer, que ce soit prévention primaire ou secondaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà eu un cancer mais qui souhaite évidemment mettre toutes les chances de son côté pour que ça ne se reproduise plus, l'alimentation elle joue un rôle essentiel. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'abandonner cette alimentation actuelle et industrielle au profit d'une alimentation plus naturelle, maison, avec des aliments complets, des fruits, des légumes, du poisson, surtout du poisson gras, principalement. À titre préventif, il faut bien entendu rajouter les dépistages réguliers qui permettent de déceler une anomalie au tout début de son développement. Car plus le cancer est découvert tôt, plus les chances de guérison sont élevées et moins les traitements sont lourds. Rappelons qu'à partir de 50 ans, le mammotest est gratuit. Sans oublier des prises de sang ciblées qui peuvent elles aussi s'avérer très révélatrices. Plusieurs laboratoires qui proposent des examens sanguins, donc simples à réaliser, et qui permettent véritablement de déterminer
si une personne est à risque ou non de développer un cancer. Alors si une personne, d'après la prise de sang, est à risque, eh bien on va évidemment rééquilibrer son alimentation, compléter éventuellement par une série de compléments alimentaires qui permettront de corriger tous ces marqueurs sanguins et donc très nettement de réduire le risque de développer un cancer. Lorsqu'on est confronté à ce chaos, la plupart d'entre nous a tendance à n'en considérer que les aspects négatifs, car cette maladie nous rappelle que notre vie peut s'interrompre. D'autres acceptent d'en envisager les perspectives positives et utilisent leur épreuve comme une source de croissance personnelle. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, là c'est un chemin. Et peut-être que sur ce chemin, on peut être attentif à essayer d'être un tout petit peu plus, comment dire, harmonieux dans ses pensées, apaisé dans ses émotions et détendu dans son corps. La vie après le cancer est une nouvelle aventure. On porte de toute évidence un regard différent sur le sens de son existence. La force, la confiance et la détermination gagnées au cours de l'épreuve du traitement permettent parfois de soulever des montagnes. Notre sens à nous, c'est assurément l'amitié qui nous a soudés pour la vie. Et comme l'a dit le poète français Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Nobody knows that I went to another planet to forget all the dreams and the wonderful whims that I never lived, that I never wished on earth, on earth, on earth, on earth. I once loved a lady, the gods jealoused me. They threw a spell over us, she became rain. I once loved a lady, the gods jealoused me. They threw a spell over us, she became rain. Nobody knows that I went to another planet to forget on the rain and the beautiful girls that I never met, that I never loved on earth, on earth, on earth, on earth. Nobody knows that I went to another planet to forget all the dreams and the wonderful whims that I never